Édouard, on se retrouve pour ce deuxième numéro de Si de Gaulle était là. Oui, Et bonsoir Eric. tu es en Normandie, je ne révèle aucun secret d'État, je crois, en disant que c'est pour ça qu'il y en aura peut-être une qualité du son parfois un peu défaillante, mais je te le signale. Tu m'entends bien, toi? Moi je t'entends bien, oui. Très bien. On s'est dit qu'on allait parler dans ce cadre de cette émission de la façon dont De Gaulle gérerait aujourd'hui les rapports avec l'Algérie et les questions d'immigration algérienne, qui sont des questions particulièrement sensibles. On voit bien que ça suscite énormément de polémiques, beaucoup de passion de chaque côté d'ailleurs, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Il y a ceux qui sont résolument contre l'immigration algérienne, il y a ceux qui trouvent que blabla. Et des deux côtés, on sent que tout est très polarisé, mais en réalité, ce sujet était déjà à l'époque du général de Gaulle particulièrement sensible, puisque le général de Gaulle avait conclu les accords d'Évian qui signalaient une défaite politique française et le retour des ce qu'on a appelé les rapatriés d'Algérie, les pieds noirs. Et ensuite, il y avait quand même une tradition d'immigration algérienne antérieure à la guerre d'Algérie et qu'il a fallu gérer dans la séparation douloureuse entre la France et l'Algérie. Et qu'est-ce que, si on revient d'abord, puisqu'on sait qu'aujourd'hui le débat porte sur un accord dont je vais redonner la date exacte, que je mettrai pour tous ceux qui veulent lire cet accord dans sa version d'origine, que je vais évidemment pas lire sans lunettes, je le mets sous la vidéo dans l'article du Courrier qui est attenant à cette vidéo du Courrier des stratèges. N'hésitez pas à aller voir cet article, cet accord franco-algérien est assez passionnant. Alors en fait, il a été publié par décret en 1969. Je vais le retrouver. Il a été signé le 27 décembre 68. Voilà. Et il a été publié le 18 mars 1969. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cet accord, historiquement d'abord, et puis comment De Gaulle gérerait aujourd'hui la situation historiquement d'abord? Deux choses. Je rappelle d'abord qu'au moment de la signature des accords d'Évian, on imagine qu'un certain nombre d'Européens, et en particulier français, vont rester en Algérie, sur place. Et donc, les accords d'Évian prévoient la libre circulation entre la France et l'Algérie. Et il y a un volet pour les citoyens de la nouvelle nation indépendante. Tout Algérien à l'époque, disposant d'une carte d'identité valide, peut se rendre en France. Donc ça, c'est la situation de départ, qui est très vite modifiée par le fait qu'il y a la plupart, sinon tous les Européens, ce qu'on appelle les pieds noirs, les Français et les ressortissants d'autres pays à l'origine qui étaient allés s'établir en Algérie reviennent s'établir en France. Et donc, à ce moment-là, les accords d'Évian perdent une partie de leur intérêt du point de vue de la régulation de la libre circulation. Bon. Alors, il y a un contexte qui change dans la deuxième moitié des années 60. Pardon. C'est le fait que les venues d'Algériens en France concernent essentiellement une main-d'œuvre immigrée. On est dans une période où l'industrie française manque de main-d'œuvre et donc elle fait venir volontiers de la main-d'œuvre d'autres pays, par exemple du Portugal, mais aussi de l'Algérie. Et alors, c'est là qu'il y a un débat lancé d'ailleurs par le général de Gaulle. Pardon. Et il y a un débat lancé par le général de Gaulle parce que le général de Gaulle, je crois qu'on l'avait évoqué brièvement la dernière fois, n'aimait pas l'idée que le patronat français choisirait ce qu'il appelait une solution de facilité, faire venir une main-d'œuvre bon marché, plutôt que d'investir dans la robotisation. Son idéal, sa priorité, c'était que la France franchisse le seuil d'une nouvelle révolution industrielle. De ce point de vue-là, il était tout à fait précurseur. Et d'une certaine manière, il souhaitait pour la France ce que le Japon a fait dans les années 60 et 70. Et donc il demandait à ses
collaborateurs de restreindre et d'être très strict dans les accords régulant l'entrée d'immigrés. Moi, je me suis entretenu plusieurs fois avec Michel Massenet, qui était conseiller d'État, c'est une des premières générations d'énarques, et qui était mandaté spécifiquement par De Gaulle pour suivre ce dossier. Et De Gaulle, il m'a raconté ça dans les années 1990. De Gaulle lui disait surtout, vous n'en laissez pas rentrer trop. C'est pas simplement de Nord-Africains, ça pouvait être de la main-d'œuvre immigrée venue des Balkans, ça pouvait être des Italiens, des Portugais, des Espagnols, parce que, disait-il, c'est parce que les patrons français, et ça, Massenet me l'a dit, les patrons français sont paresseux et ils ne veulent pas investir, ils sont frileux. Et donc, moi, je ne veux pas qu'il y ait trop d'immigrés. Voilà, ça, c'était la vision de Gaulle. Alors, ce qui explique qu'en 1968, dans les 6 premiers mois de 68, tout d'un coup, le gouvernement algérien dit au gouvernement français, mais attendez, là, c'est beaucoup trop restrictif, ça devient très compliqué. Et il y avait effectivement un quota, je crois, qui était descendu à 12 000, donc 1000 Algériens par mois qui se voyaient octroyer un titre de séjour pour venir travailler. Et c'est là que le gouvernement algérien dit, d'abord, ça ne correspond pas à vos besoins réels, et puis, pour nous, c'est pas acceptable. Et donc, l'accord de décembre 68 augmente ce quota, fait passer de 12 000 à 35 000. Donc, on voit que c'était des petits chiffres. Bon, une fois qu'on a dit ça sur… Alors donc, on rappelle que l'accord de 68, fin 68, prévoit un quota de 35 000 par an pendant 3 ans et ouvre ensuite la possibilité d'une renégociation. C'est ça la version initiale de l'accord de fin 68. Voilà. Et alors, il faut bien se rendre compte que d'abord à l'époque, la bureaucratie d'État, si j'ose dire, était beaucoup moins proliférante. Donc, il n'y avait pas le loisir d'empiler les accords pour le plaisir et ensuite de créer des autorités de surveillance de l'application des accords. Par exemple, il y a un comité de suivi de l'accord franco-algérien qui, à ma connaissance, a très peu siégé sous les gouvernements successifs. Bon, mais il se passe dans un deuxième temps quelque chose que, évidemment, on a oublié aujourd'hui, c'est qu'il y a les chocs pétroliers dans les années 70 et à ce moment-là, le gouvernement français, d'abord celui de Pompidou, la fin du quinquennat de Pompidou, puis celui de Giscard, ont tendance à signer avec l'Algérie et avec le Maroc ou à négocier des accords pour le rapatriement d'un certain nombre de travailleurs immigrés qui n'auraient plus d'emploi. Bon, je fais une parenthèse. On a des représentations toutes faites sur ce sujet de l'immigration. Mais en fait, la question ce qu'on appelle aujourd'hui le regroupement familial, c'est-à-dire la venue des femmes et des enfants, des travailleurs immigrés, en fait, elle est discutée dès les années 60 concernant les Algériens. C'est peut-être sur ce sujet que les Algériens avaient un avantage par rapport aux travailleurs immigrés d'autres pays. Et d'autre part, même si on dit… Il faut le redire, oui. Du coup, mais ce qu'il faut dire, c'est que l'accord de fin 68 prévoit des formalités simplifiées pour la venue des familles des travailleurs algériens qui, pour venir, n'ont qu'à présenter une carte d'identité. Il n'y a pas de visa, il n'y a pas de… Quand on est dans le quota des 35 000, au fond, on peut venir avec sa famille, pratiquement. En tout cas, c'est très simplifié par rapport aux procédures habituelles. Voilà. Et on a au contraire, on dit souvent c'est Giscard qui a instauré un regroupement familial systématique en 1976, mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord pour la raison que je viens de dire, c'est que ça existait déjà pour les Algériens, même si c'était pratiqué de manière modérée. Et d'autre part, Giscard a eu tendance à vouloir faire repartir des Algériens et des Marocains, encore pendant la campagne présidentielle de 1981. Il se vante d'avoir obtenu du Maroc et de l'Algérie la reprise d'un certain nombre de leurs ressortissants qui n'ont plus d'emploi dans une France en crise. Bon, donc on voit que cette histoire est compliquée. Et alors, je ne sais pas quel est ton sentiment, mais moi, quand je regarde ensuite ce qui se passe à partir des années 80, j'ai l'impression que de décennie en décennie,
le fameux accord de 68 a été progressivement vidé de sa substance. C'est-à-dire que juridiquement, les dispositions qui étaient au fond les plus contraignantes et qui permettaient à l'administration de tenir le phénomène migratoire en bride courte, si j'ose dire, ces dispositions étaient de plus en plus rabotées pour considérer qu'au fond, il y avait un droit assez naturel à immigrer. Et on s'est coupé des moyens administratifs de pouvoir dire stop, il y a des quotas, il y a des règles, tout ça est encadré, etc. Mais ce que je trouve intéressant dans l'accord de 68, c'est qu'il prévoit quand même d'emblée un effort de formation professionnelle pour les Algériens, c'est-à-dire qu'on a bien conscience à l'époque que les gens qui vont venir sont des gens faiblement formés, qu'il va falloir les préparer au marché du travail et dans la perspective que tu dis, c'est-à-dire dans la perspective de la modernisation de l'appareil de production, il faut des gens plus qualifiés. Et puis finalement, cette idée de former les gens va petit à petit disparaître. Et on va accepter de plus en plus souvent une administration bas de gamme. Il faut aussi noter que dans l'accord de 68, il y a déjà des dispositions pour les étudiants, les stagiaires, et donc des systèmes qui vont essayer de mettre en place des limites à l'arrivée, sous prétexte de faire des études, d'étrangers clandestins. Voilà. Et alors, moi, le sentiment que j'ai, donc de mémoire, il y a 3 révisions des accords de 68, quand Laurent Fabius est Premier ministre en 1985, au milieu des années 90 et au début des années 2000. Et à chaque fois, la tendance, si j'ai bien retenu, consiste à supprimer les dispositions spécifiques pour faire entrer dans l'épure de ce qu'on met en place avec les autres pays européens dans le cadre de la communauté européenne, puis de l'Union européenne. Et de plus en plus, il y a un alignement des politiques françaises sur les accords de Schengen, enfin sur ce que font les autres pays européens par les accords de Schengen. Alors, en fait, mais il faudrait qu'on approfondisse ce sujet. En réalité, la France a une gestion assez hypocrite du phénomène migratoire, puisque la France est une machine à produire de l'immigration clandestine. Oui. Et je me souviens, lorsque Sarkozy est arrivé au pouvoir et qu'il a commencé à créer un ministère alors ça s'appelait de l'identité nationale, je crois. De l'immigration et de l'identité nationale. Et c'était Patrick Stefanini qui était secrétaire général de mémoire de ce ministère, où il était peut-être même ministre. Et je me souviens d'avoir eu, à l'époque, je travaillais dans l'univers du MEDEF, je me souviens d'avoir eu avec lui des discussions collégiales d'ailleurs, parce que c'était un système assez organisé, où la ligne officielle était « nous fermons les frontières ». Et il y avait cette doctrine officielle de « on ferme les frontières ». Simplement, il y avait déjà, rappelons-le, c'est Sarkozy qui l'a formalisé, mais en réalité, c'est déjà présent implicitement dans l'accord de 68. Il y avait cette idée qu'il y avait des métiers en tension. Et je me souviens avoir participé à une réunion patronale avec Stefanini sur le sujet « Quels sont les métiers en tension en France ?» et comment, d'une façon ou d'une autre, on accorde des exceptions à la règle qui est posée de fermeture complète des frontières. Et c'était assez cocasse d'ailleurs, parce qu'il se trouve qu'on se connaissait entre représentants patronaux et que je me souviens de feu Georges Tissier de la CGPME, qui était assez identitaire. J'aimais bien Georges Tissier, était assez identitaire. Et Georges Tissier, lui, disait, nous, les petits patrons, nous voulons une fermeture complète des frontières et blablabla, qui était une position idéologique. Mais en réalité, majoritairement, les professions, les représentants patronaux considéraient qu'il y avait des métiers où on n'arrivait plus à recruter en France et où on avait besoin de faire venir de la main-d'œuvre, notamment de la main-d'œuvre qualifiée. Et on a toujours eu une difficulté à passer ce cap pour des raisons qui, moi, me semblent mystérieuses, de dire nous faisons ce qu'on appelait sous Sarkozy l'immigration choisie. C'est-à-dire qu'il y avait tout le monde était d'accord pour dire il faut faire une immigration choisie avec des quotas, des diplômes, exactement comme le Canada ou les États-Unis font.
Et puis, il y avait une machine d'État avec une partie de ce que j'appelle la caste, c'est-à-dire notamment des partis de gauche qui pesaient leur poids et qui s'opposaient à ce passage, ce saut dans ce qu'on a appelé l'immigration choisie. Donc on était dans cette situation extrêmement hypocrite où tout le monde savait qu'on avait besoin d'une immigration choisie, parce que je sais que c'est un sujet que, là aussi, j'ai entendu plein de gens, y compris dans les milieux plutôt identitaires, dire « mais non, mais il n'y a qu'à payer mieux les gens et les Français travailleront ». Beaucoup imaginent qu'on a besoin d'immigrer parce que ça fait baisser les salaires, et en fait, c'est une vision complètement dépassée de l'immigré. On n'a pas besoin d'immigrer parce qu'on les paye moins, on a besoin d'immigrer parce qu'ils sont mieux formés que les Français. Oui. Le sujet de fond. Il y a eu, si je peux t'interrompre, il y a eu une phase intermédiaire où on prenait plus volontiers des immigrés à cause du coût salarial, et, enfin, je veux dire des charges, et du fait que ça permettait. Il y a quand même un développement parallèle. Et ça, pour moi, c'est une hypocrisie française du recrutement d'une main-d'œuvre immigrée parallèlement au développement de l'État-providence et des charges qui pèsent sur le patronat. Alors moi, je vais en parler à titre personnel, puisque Ouais. moi, je vais faire mes anecdotes d'anciens combattants. Je pense qu'il y a eu deux phases dans l'immigration. Jusque dans les années 70-80, on avait une immigration qui reposait essentiellement sur, je vais le dire de façon provocatrice, sur le sacrifice humain. Donc moi, j'ai grandi au pied d'une mine de charbon, certes pas en France, mais c'était en Belgique, mais c'était le même bassin minier. J'ai un parrain qui a été mineur, italien, vénitien, et qui me dit, mais moi je suis reparti en 60, enfin il m'a dit, moi j'ai été réformé en 68, je crois, au bout de 7 ou 8 ans de mine, parce que j'avais les poumons pleins à 70% de silicose. Et à l'époque, on ne trouvait plus de Belges pour se remplir les poumons de silicose. Et on ne trouvait plus d'Italiens non plus, parce que, qu'on le veuille ou non, l'entrée dans l'Union européenne, enfin dans la communauté européenne à l'époque, a permis à l'Italie de s'enrichir d'une façon ou d'une autre. Et donc, on ne trouvait plus de main-d'œuvre italienne. Et donc, à partir des années 60, mon parrain me disait, mais en fait, au fond de la mine, il n'y avait plus avec moi que des Marocains, parce que les Belges ne faisaient pas venir beaucoup d'Algériens, ils faisaient surtout venir des Marocains. Et c'était des Marocains qui venaient à la mine parce que les Italiens eux-mêmes ne voulaient plus y aller. Et donc, on a eu cette immigration qui n'était pas fondée sur un problème de charge sociale, qui était fondée sur un problème de pénibilité du travail. Redisons-le, là aussi, les chaînes chez Aulnay, chez Renault, chez Citroën, chez Peugeot, à Aulnay, à Poissy, c'était des métiers extrêmement durs, extrêmement ingrats, et à un moment donné, les Français n'avaient plus envie de faire ce métier. Et donc, les campagnes de recrutement, elles venaient combler des trous dans la main-d'œuvre qui étaient attirés vers les métiers du tertiaire. Et je veux bien là aussi qu'on me dise, mais il n'y avait qu'à mieux payer les gens, ils seraient descendus au fond de la mine. Moi, j'ai grandi au pied d'une mine de charbon, je peux attester du fait que, même bien payés, ceux qui ne voulaient pas descendre, ils ne descendaient pas. Et je fais une parenthèse. D'ailleurs, De Gaulle, de ce point de vue-là, dans sa position, est cohérent, puisqu'il préfère, dans la substitution de la machine sur la chaîne de production, par exemple, à l'homme, pour retirer toutes les tâches les plus pénibles, enfin les automatiser. Donc, de ce point de vue-là, il avait une vision cohérente qui correspond d'ailleurs à celle des pays les plus avancés industriellement, que ce soit le Japon ou l'Allemagne ou les États-Unis à la même époque. Et redisons-le, sur la pénibilité du travail, les pays modernes, on va dire ça comme ça, auxquels la France n'appartient pas, sont des pays qui font de la prévention en limitant la pénibilité des travaux et non pas en indemnisant les travaux pénibles comme on fait en France, parce que indemniser des travaux pénibles, notamment en permettant à ceux qui ont eu des métiers pénibles de partir plus tôt à la retraite, c'est une façon de valider administrativement le fait qu'il y a des gens dont on casse la santé en disant vous avez fait un boulot moins plus jeune que les autres, donc on va vous donner En Allemagne, il y a une politique de lutte, de prévention de la pénibilité des métiers avec un encadrement très fort de la pénibilité. Aux Pays-Bas aussi d'ailleurs. Donc il y a eu cette immigration de force, je dirais, à une époque. Là où il y a eu ensuite un flottement, c'est qu'une fois qu'on a dit on ferme les frontières, en réalité, par le jeu du regroupement familial et par le jeu
de la transformation des frontières par des passoires, il y a eu des arrivées de clandestins non formés. Mais parallèlement, on a continué à faire venir des gens qui, en principe, étaient formés. Et sous Sarkozy, on a validé le principe qu'il y avait une liste ministérielle de métiers sur lesquels on acceptait une immigration. Et on sait tous que, de toute façon, les entreprises, je le redis aujourd'hui, certes, il y a des gamins africains, je pense notamment aux Soninké, c'est-à-dire aux Maliens, aux Mauritaniens, qui arrivent parfois en étant convaincus qu'en France, il pleut des billets de 500 € et qu'il suffit de se baisser parce qu'ils voient ça sur Canal+ Afrique. Mais c'est au fond assez marginal. On a quand même aujourd'hui, on le sait nous, Édouard, puisque par exemple nous avons un rédacteur qui est malgache. Je crois que c'est toi qui l'as recruté. Peut-être que tu peux nous dire pourquoi tu l'as recruté. Pour deux raisons. D'abord parce que son orthographe était correcte et que c'est quand même, pour le rédacteur d'un média, c'est quelque chose d'important. Et la deuxième raison, c'est qu'il n'est pas arrivé en nous demandant tout de suite combien de jours de vacances il avait et quand il pouvait prendre sa première semaine de vacances. Faut dire les choses effectivement de ce point de vue-là. Mais rappelons qu'on a fait à l'époque un appel d'offres ouvert sur Internet pour trouver un assistant rédacteur et qu'on a examiné, c'est toi qui les as examinés, donc des candidatures à l'aveugle, si j'ose dire, et que tu as retenu celui qui te paraissait le meilleur. Et il y avait des Français et des Africains qui ont candidaté. Voilà. Mais ensuite, quand nous avons désanonymisé, je dirais, l'ensemble des dossiers, il y avait une probabilité statistique plus forte que ceux qu'on appellerait chez les identitaires les Français de souche aient été les plus intéressés par la question des congés dès la première conversation et peut-être dès la troisième phrase. Donc voilà, je caricature, mais moi, alors, dans différents postes, j'ai eu l'occasion de recruter, effectivement, avant que ça soit même pour le Courrier des stratèges. Je suis très frappé de voir comment il y a une mentalité qui s'est répandue en France depuis l'instauration des 35 heures. Et moi, j'ai connu un pays, mais je pense que toi aussi, où les gens avaient du goût au travail. Il y avait le Français a quelque chose d'ailleurs de perfectionniste quand il aime son travail. Et j'ai vu à partir de 99, à partir de la loi sur les 35 heures, j'ai vu cette mentalité disparaître complètement, quasiment complètement. Et donc tout ce dont on parle, c'est pas simplement des anecdotes, c'est pour souligner que le rapport au travail, la question du rapport à l'immigration, la question des besoins de l'économie, mais des besoins de la société aussi, parce que ce sont des phénomènes culturels et sociaux dont nous parlons, est beaucoup plus complexe que, pour revenir au débat actuel, on va supprimer définitivement les accords franco-algériens de 68 et alors tout sera dissipé. Tous les problèmes seront dissipés, toutes les tensions seront dissipées. Oui, alors ça repose sur deux fantasmes. C'est d'abord que ça empêchera les gens de venir. Or, c'est très compliqué d'empêcher les gens de venir parce que dans la pratique, il y a des systèmes D. Et donc, il suffit d'aller passer quelques jours de vacances en Italie, en Sicile ou en Calabre, à Venise, à Milan, pour voir que dans la pratique, il y a des arrivées quotidiennes d'Africains, même si officiellement on dit que c'est pas vrai, et que l'Italie est très organisée pour à négocier des accords pour les ventiler sur le reste des pays européens. Donc, de toute façon, les frontières de l'Europe, elles sont difficiles à rendre hermétiques. Point numéro 1. Point numéro 2, on sait tous que on ne peut pas se passer aujourd'hui d'une main-d'œuvre immigrée parce que il y a des emplois qui ne sont pas pourvus et qui sont névralgiques et essentiels. Je reviens d'une petite escapade à Nice. Nice vit essentiellement des étrangers. Et si on supprime les étrangers à Nice, eh bien, il n'y a plus d'économie niçoise. C'est-à-dire que les hôtels ne fonctionnent plus, le tourisme ne fonctionne plus, la restauration ne fonctionne plus, et la ville se retrouverait bloquée. On sait tous qu'aujourd'hui, les organisations patronales, elles sont vent debout contre le blocage des frontières. Et je le redis, c'est pas une question de salaire.
C'est là aussi un très grand fantasme de croire que on prend un étranger dans une entreprise parce qu'on veut le payer moins qu'un Français. En réalité, si on avait le choix entre un Français et un étranger, on choisirait un Français même en le payant plus cher. Le problème, c'est qu'on se dit, mais le Français, si je le prends, ne sera pas capable de faire le job. Et je reprends l'exemple de la Laina que je salue s'il voit cette interview, qui travaille au courrier. Nous l'avons recruté parce qu'il était meilleur que les autres. Et aujourd'hui, comme tu le dis toi-même, avoir un candidat qui, dans la rédaction, c'est-à-dire on n'est pas sur j'épluche des patates dans une cuisine, et je sais que ce que je vais dire va faire hurler les gens, beaucoup de gens en tout cas. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, un Africain qui a fait une école privée en Afrique, qui a passé le bac dans une école privée d'enseignement français en Afrique, a un niveau scolaire supérieur à un bachelier français. Et donc, si on le recrute, c'est pas pour qu'il soit moins payé, c'est parce qu'il est plus performant. Et on est resté en France sur ce mythe qui nous conforte sur ce mythe de l'homme blanc est supérieur, et on fait venir les Noirs pour faire des travaux d'exécution d'esclavage. En réalité, le recrutement qui se fait, par exemple, dans les milieux informatiques, se fait très volontiers dans les pays du Maghreb ou dans les pays d'Afrique noire, parce que il y a des formations de très bon niveau, y compris en informatique, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, et que globalement, on a un intérêt objectif à recruter quand on cherche un informaticien qui soit pas forcément un très grand développeur, mais qui soit efficace. Il y a des écoles au Maroc qui sont très efficaces et donc qui sont plus productives que des écoles françaises. Beaucoup d'écoles informatiques en France, d'ailleurs, prennent des informaticiens, des élèves informaticiens africains pour les former en France. Et ils deviennent ingénieurs en France. Et ce marché-là, il est indispensable au fonctionnement de l'économie. Et je sais que là aussi, beaucoup de gens disent « Ah mais non, mais il n'y a qu'à forcer les gens à faire des études informatiques. Il n'y a qu'à forcer les Français à faire des études informatiques. » Sauf qu'on n'en a pas les moyens. Et que l'éducation nationale en France ne permet plus de former suffisamment d'ingénieurs. Et là, on a ce sujet, c'est que aujourd'hui, l'immigration, elle apporte des gens formés. La caricature, c'est les médecins. Plus un hôpital de province ne peut, je ne parle pas des CHU, et encore, mais plus un hôpital régional en France ou local, communal, ne peut fonctionner sans des médecins étrangers. Oui, oui. Alors, ça nous amène peut-être d'ailleurs vers le prochain sujet à traiter dans Si De Gaulle était là, puisque pour finir de répondre à ta question initiale, De Gaulle serait arrivé à la même conclusion que toi, c'est-à-dire il y a d'abord un problème de formation et de niveau de formation lors de l'arrivée sur le marché du travail. Et attention, on parle bien de formation, on ne parle pas de diplôme. Parce que on a vu ces dernières années qu'il y a eu une inflation des diplômes, mais que le contenu de ces diplômes ne correspond pas forcément aux attentes du marché du travail. C'est un autre sujet dont il faudra reparler. Mais alors, tout ce qu'on se dit là conforte l'idée qu'on a esquissée en introduction, c'est qu'il y a un débat autour de l'accord franco-algérien de 68 qui est largement un débat factice. Parce communicationnel. Voilà, l'accord a été progressivement vidé de sa substance, on l'a rappelé, avec les décennies. Et ensuite, le problème n'est pas celui des Algériens spécifiquement. Alors, il y a d'ailleurs des paradoxes. Plus on s'est mis à utiliser le système des visas, d'ailleurs, plus on s'aperçoit que finalement, il y a plus de Marocains et de Tunisiens qui sont rentrés à la même époque. Donc, l'administration française, tu disais, c'est une machine à faire des clandestins, c'est une machine à faire des complications. Moi, je donnerais un autre exemple qui m'avait frappé pendant la période Sarkozy. Il se trouve que moi, je travaillais à l'enseignement supérieur et on avait un vrai sujet, immigration choisie. Est-ce qu'on choisit cette immigration dès le niveau des études? C'est-à-dire, est-ce que dès le niveau des études, on fait en sorte que des étudiants très doués, indiens par exemple, ou bien à l'époque, on n'aurait pas eu de problème pour dire des Russes à cause de leur capacité à devenir ingénieurs, ou des Iraniens. Voilà. Et est-ce qu'on recrute comme ça? Et alors c'est là que Claude Guéant arrivait
en disant non, 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 pas du tout. En fait, les étudiants, c'est une machine à faire de l'immigration illégale. Et on avait ce paradoxe où pour faire du chiffre, le ministère de l'Intérieur ciblait les arrivées d'étudiants pour montrer qu'on avait lutté contre l'immigration, qu'on l'avait contingenté, alors que c'était un des sas vers l'immigration choisie. Et moi, je me rappelle au ministère de l'Enseignement supérieur m'être cassé la tête souvent lorsque je devais expliquer à des partenaires étrangers que bien sûr la France misait de plus en plus sur les étudiants étrangers, mais il me disait oui, mais alors pourquoi est-ce que votre ministère de l'Intérieur émet une circulaire restrictive qui ne fait au fond pas de distinction entre les pays? Voilà. Et sachant qu'il faut redire à ceux qui vont nous écouter, parce que beaucoup de gens voient ça comme tu dis, une expression tu es juste, ils voient ça par le bout de leur lorgnette. Il faut redire que être capable d'attirer des étudiants étrangers venus de tous les pays, c'est aussi une façon de rayonner dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une concurrence internationale sur le marché de l'étudiant étranger, et la France, elle a du mal à se positionner, et on voit qu'il y a des pays qui ont mené des politiques assez astucieuses. Mais tout n'est pas raté en France. À ma connaissance, je crois que par exemple, l'université de Clermont-Ferrand est une université qui attire énormément, c'est mystérieux, d'étudiants chinois. Mais aujourd'hui, on a un intérêt, si on veut développer notre influence à long terme dans le monde, notamment en Chine, à attirer des étudiants de ces pays. Et c'est vrai que les circulaires sont sur tout étudiant étranger est un clandestin potentiel, sont particulièrement délétères parce que ça transforme l'idée. Bon, moi, je pense quand même que dans cette affaire, le général de Gaulle aujourd'hui, il aurait, parce qu'on le voit dans l'accord de 68, la question se posait différemment à l'époque parce que les liens entre l'Algérie et la France étaient encore très étroits, puis la France savait encore à quoi elle servait et qui elle était à l'époque. Mais je pense qu'il y aurait, si De Gaulle était là, une politique d'abord d'intégration. Et de ce point de vue-là, les différents textes qui ont été adoptés dans les années 2000, depuis les années 2010 ne sont pas absurdes, simplement leur mise en œuvre est parfois complètement cataclysmique. C'est-à-dire que pour voir des étrangers qui passent les examens de français, on se dit mais c'est mystérieux. Donc, entre l'intention de base et la réalité, on se dit mais c'est quand même bizarre la déclinaison. Je pense qu'il y aurait une politique d'intégration où la France dirait aux étrangers, les règles ici, c'est comme ça. Et ce serait clair. Alors qu'aujourd'hui, un étranger arrive et il est quand même un peu laissé à lui-même et à sa communauté. Et deux, je pense que notre problème de fond, c'est le niveau du système éducatif. Parce que, je le redis, si on fait appel à des étrangers aujourd'hui, ce n'est pas une question de salaire. C'est une question de niveau de formation et, comme tu l'as dit, d'envie de travailler, d'adhésion à un projet collectif. Et aujourd'hui, on croule en France sous les salariés. Moi, j'ai quand même fait, on a tous recruté, mais j'ai fait quand même pas mal de recrutements. J'ai chaque fois été frappé quand j'avais des chômeurs qui me disaient « mais moi, monsieur, je candidate chez vous parce que je veux un travail ». Et les gens pouvaient être d'un bon niveau. Et donc, je disais bah, « écoutez, j'ai vraiment besoin de quelqu'un, vous venez lundi prochain ». On dit « ah non, mais… » je suis au chômage, mais j'ai 3 semaines de congé à prendre. Et malheureusement, ce n'est pas anecdotique. C'est-à-dire que j'ai eu de très nombreuses fois cette surprise de voir que des gens disaient « je veux vraiment travailler, je suis au chômage ». Et quand tu dis ben, on y va. « Ah non, mais j'ai des vacances à prendre ». Et c'est un sujet de fond, c'est que il y a une valeur assumée, je le vois sur les réseaux sociaux passer très souvent, le travail, c'est alimentaire, et on n'a pas besoin de s'engager, on ne se réalise pas par son travail. Ah, le travail, c'est un mal nécessaire pour se payer des vacances. Et ça, c'est destructeur, parce que forcément, ça ne donne pas envie. Il faut que les gens qui candidatent, les salariés, comprennent qu'on ne peut pas faire fonctionner une entreprise avec des gens qui disent « mais je me fous de votre entreprise, et je me fous de l'entreprise qui m'emploie ». Au passage, c'est encore un autre sujet, mais sans vouloir pousser le bouchon, quand on s'interroge sur la cohérence du gaullisme, mais le vrai gaullisme, hein, celui dont on parlait déjà la dernière fois, de ce point de vue-là, la participation dans l'esprit de Gaulle, c'était que le salarié, l'ouvrier, l'employé se sente encore plus impliqué dans son entreprise et qu'il y ait quelque chose qui se crée, une chimie qui se crée. Voilà. Mais c'est un autre sujet. On parlera peut-être une fois. Mais tu as raison d'en parler parce que souvent, la participation est présentée comme
le capital, De Gaulle était contre le capitalisme et au fond la participation moralise le capitalisme. En réalité, le sujet existait déjà dans les années 60, dans les 30 Glorieuses, où on démissionnait le matin, on avait un job l'après-midi. Donc, la participation était une façon de fidéliser les salariés. Et aujourd'hui encore, comme la participation ne peut être délivrée qu'après un certain nombre, après une certaine duration, comme on dit, bien, ça pousse les salariés à rester plus longtemps dans l'entreprise. Mais effectivement, moi, je pense que dès les années 60, il y a eu le début de cette mentalité on ne se réalise pas par son travail. Et qui pose un problème dans le relèvement de ce pays, c'est qu'on ne pourra pas relever ce pays si ceux qui pensent que la France doit se relever doivent admettre qu'on ne pourra pas la relever sans que chacun participe tous les jours à la mission et que donc chacun croit à sa mission. Et ça, c'est un sujet qu'on est loin d'avoir réglé dans notre société. On a bien fait les vieux fachos quand même ce soir. Oui. Mais enfin, les vieux fachos, je sais pas, parce que si tu regardes quand même depuis 2023 et depuis la discussion autour du rapport de l'ambassadeur Driancourt, si je me trompe pas sur son nom, concernant l'accord 68, on a quand même une espèce de compétition des politiques de tout parti, ou pratiquement, en tout cas de la droite et du centre, pour dire le problème, c'est l'accord de 68. Parce qu'on a quand même eu Elisabeth Borne, Édouard Philippe, Bayrou hier, et bon, évidemment, Retailleau est plus à droite. Donc, on a. Je mentionne ça par rapport à tout ce que nous venons de dire. Nous venons de parler de vrais sujets et de comment la France marche ou ne marche pas. Et on a une classe politique qui préfère entretenir ce que j'appellerais un simulacre, parce que fondamentalement, le débat sur l'accord de 68, c'est un simulacre et qui a en plus comme inconvénient de rendre encore plus compliqué des relations diplomatiques déjà fort compliquées avec l'Algérie. Ce que je trouve terrible d'ailleurs, c'est que, et on y reviendra, je vais consacrer quelques contenus prochainement à ce sujet, parce que je suis inquiet de ce que je vois. De mon point de vue, le fait que Retailleau en ait parlé, que Bayrou est enchaîné sur le sujet alors que Jean-Noël Barrot avait pris une position plus tempérée, c'est aussi une façon de faire tourner les gens dans leur roue comme des hamsters. C'est vous avez envie d'entendre ça, écoutez, ça mange pas de pain, on va vous le dire, et on va vous répéter que vous avez raison. Et donc, bravo monsieur Bayrou, on a gagné. Et évidemment que derrière, peu de choses se passeront pour les raisons systémiques qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire que y a les cas marginaux d'OQTF qui sont tragiques. Je pense à ce schizophrène qui a fait une attaque au couteau, qui était sous le coup d'une OQTF et que l'Algérie a refusé de reprendre. Bien entendu que ces cas-là existent, bien entendu que c'est choquant, bien entendu que ça pose problème, nous ne le nions pas. Voilà, maintenant, tous les Algériens de France ne sont pas schizophrènes et ne menacent pas leurs voisins. Là-dessus, tôt ou tard, il faudra que... il y a deux façons de traiter le problème, c'est de dire aux gens, les prendre dans le sens du poil en disant « continuez à tourner dans votre roue », et à dire... Voilà. Et il y aurait une attitude qui, moi, je pense, aurait été celle du général de Gaulle, qui serait aujourd'hui de dire « écoutez, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Vous ne pouvez pas avoir une retraite à 62 ans, pas de natalité, une faible appétence pour les emplois difficiles, et puis pas d'immigrés. Il faut bien qu'à un moment donné, quelqu'un fasse tourner l'économie. » Et ce discours-là, et je ne suis pas sûr que les Algériens soient les mieux placés pour faire tourner l'économie d'ailleurs, mais je ne suis pas sûr que cette capacité à prendre les gens de front et à les sortir de leur roue dans laquelle ils adorent tourner, je ne suis pas sûr qu'on ait encore des hommes politiques capables de le faire. Et de mon point de vue, la campagne que Bayrou fait aujourd'hui, c'est vraiment une campagne de « vous avez envie d'entendre ça, et pour avoir la paix, je vais vous le dire, puis on fera notre tambouille dans notre coin ». C'est Retailleau va jouer des mécaniques, et puis 2 jours plus tard, Retailleau devant
comme on l'a vu, comme je l'ai vu faire devant les patrons, dira mais bien entendu c'est du pipeau, on va vous organiser des filières pour que les gens puissent continuer à travailler. Un peu comme Friedrich Merz en Allemagne a expliqué 2 jours après l'élection que, bon, évidemment, pendant la campagne, on avait parlé de fermer les frontières, mais que maintenant, on allait redevenir sérieux. Voilà, je pense que. Maintenant que la campagne est finie. Voilà, maintenant que la campagne est finie. Je pense qu'il y a un discrédit toujours plus grand que la classe politique de nos pays de l'Union européenne se jette sur elle-même. Mais qui en dit long, en fait, sur le cynisme, parce que, comme tu le dis, c'est agiter des sentiments pas forcément ragoûtants, mais qui font que les gens sont contents pendant quelques minutes ou quelques heures. Et derrière ça, on ne traite pas les vrais problèmes. L'Allemagne a un vrai problème qui est à la fois un problème diplomatique, ses relations avec la Russie, le prix de son énergie, un problème démographique, et puis un problème aussi d'intégration, parce qu'Angela Merkel a fait un peu n'importe quoi avec des afflux massifs d'immigrés. Bon, mais ça, c'est pas traité. Et de même, chez nous, on a dit, oui, il y a des vrais sujets, que ce soit la relation des Français au travail, le niveau de formation, le refus de faire une immigration choisie, mais on ne les traite pas. J'en profite pour dire, donc moi je souhaite souligner, parce que je vois bien que dès qu'on apporte une nuance, donc vous êtes pour qu'on livre la France aux Algériens. Non, moi personnellement, je ne suis pas pour ça. Moi je suis pour qu'il y ait une politique d'immigration qui soit discutée démocratiquement, avec des chiffres, avec des éléments clairs, avec un appel au sens des responsabilités de chacun, et qu'elle soit décidée et suivie. Moi, je suis pour une immigration choisie, avec un système de quotas, et je suis pour qu'il y ait une politique d'intégration claire, c'est-à-dire qu'il faut que les gens, quand ils arrivent ici, signent un contrat clair sur, en France, il y a des choses qu'on ne fait pas, monsieur. Voilà. Et je suis absolument pas pour le laxisme là-dessus. Mais je tiens à préciser ça, mais je en profite aussi pour dire, parce que nous allons, de mon point de vue, faire évoluer le courrier, mais on n'en a pas encore discuté à fond, Édouard, mais tu sais que je suis très attaché à l'idée que l'information ne doit pas servir à faire tourner les gens dans une roue comme des hamsters. On n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre et les avachir. On est là pour leur dire, écoutez, la vie, c'est plus compliqué que ça, et on vous donne des clés pour penser par vous-même une réalité, et en vous faisant gagner du temps, vous donnant accès à des informations et des points de vue que vous n'avez pas forcément. Ce qui fait hurler beaucoup de gens. Voilà. Donc j'en profite pour dire que moi, je préfère avoir 5 000 ou 10 000 vues de gens volontaires, je dirais, de citoyens responsables, plutôt que 50 000, 100 000 vues de gens qui sont là uniquement pour dire j'ai laissé un commentaire disant Macron est un con, donc je suis un grand résistant. Voilà, je crois que je voudrais dire que pour ma part, je vais faire quelques contenus sur la fin de la dissidence, parce que je pense qu'avec l'arrivée de Trump au pouvoir, nous vivons une mutation de ce qu'on a appelé la dissidence. Je crois qu'il n'y a plus de dissidence. Il y a des gens qui se racontent qu'ils sont résistants parce qu'ils ont passé 4 heures sur YouTube à laisser des commentaires assassins, des salauds. Ah, je suis un grand résistant. Non, la résistance, c'est construire un rapport de force politique pour changer la réalité. C'est pas faire des commentaires anonymes pour dire vous êtes tous des nuls. Donc, on va en reparler la semaine prochaine. Peut-être que, puisque je m'attends à des réactions extrêmement dures sur ce qu'on vient de dire sur Internet, peut-être que Chaos Global, on pourrait le faire sur qu'est-ce qu'informer lundi, et qu'on ait une discussion. On se retrouve lundi pour faire Chaos Global. Tu seras là lundi en présentiel, Édouard ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis on réserve quelques surprises pour ce jeudi à nos lecteurs, parce qu'on a pas mal d'interviews qui arrivent. Merci Édouard, à bientôt. Merci Eric, bonne soirée.